Et bienvenue à cette rencontre entrepreneuriale sur le thème du éco-énergie tertiaire. Au vu du public dans la salle, je vais peut-être m'abstenir de la présentation, d'accord? Je pense que vous maîtrisez déjà tous. Donc je passe par. Je me permets quand même de faire un petit laïus sur le programme Ombré, qui je pense que vous avez également tous déjà entendu au moins une fois. Mais on continue, ça va être un programme inter-outre-mer avec des intervenants sur chaque dôme. La première version 2020-2021 a eu toute une série de programmes incubés, beaucoup sur des outils de création comme l'économie d'énergie dans le bâtiment, et des REX, des retours d'expérience sur les bâtiments performants avec différentes thématiques que vous voyez affichées à l'écran. J'en ai pas ramené beaucoup ce soir parce que vous les avez tous en ligne et je pense que vous avez déjà tous récupéré en papier. Si vous les désirez en papier, n'hésitez surtout pas à passer nous voir dans les bureaux, on les a. Il y a la plateforme Pergola très importante, qui est pour moi une source de beaucoup d'inspiration sur tout ce qui est documentation technique sur les bâtiments performants dans les outre-mer. Si vous cherchez des informations, n'hésitez surtout pas à aller la consulter, vous trouverez tout plein d'informations très intéressantes. Et pour 2023-2025, Ombré 2, donc encore une fois, il y a un incubateur de projets avec cette fois des favorisations des partenariats inter-outre-mer, différentes thématiques. À quoi participer à 3 projets, les écoles durables tropicales, l'école unique et Isorom, que je pourrais vous détailler à la fin de séance si vous le souhaitez. Et pour le REX, on a nous travaillé sur la lumière et les protections solaires. On fera un atelier dédié vraiment à cette thématique d'ici la fin de l'année, je pense début décembre. N'hésitez pas à rester attentif à nos communications si ça vous intéresse. On va vous en parler. Et je me permets quand même de citer qu'on a reçu enfin ce matin les rapports physiques de Ombré 1 sur l'isolation de toiture et sur une note de synthèse sur la migration de vapeur dans les climats tropicaux. Si ça vous intéresse en papier, ils sont disponibles ici. Ils sont sur notre site internet, je pense, la semaine prochaine et sur la plateforme Pergola, bien sûr. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet de notre thématique de la soirée, le décret éco-énergie tertiaire. Alors, en tant qu'Aqua, on va vous permettre d'un petit rappel de tout ce qui est documentation réglementaire applicable en Guyane. Pour tout ce qui est logement neuf, on va voir la RTADOM, mais je ne vous l'apprends pas, je pense, qui va traiter de tous ces points-là, aération acoustique, eau chaude, sanitaire, protection solaire, ventilation. On va avoir des guides de prescription technique, l'écodome, l'écodome plus, le référentiel psychodome pour tout ce qui est établissement scolaire. On a le référentiel QEA. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le maîtrisez, très important. On aimerait faire la formation dessus pour aider les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre à servir à bon escient pour certains outils très puissants, si c'est qu'on le maîtrise. OptiClim, qui est une charte de qualité des installations de climatisation naturelle, et bien sûr le guide des matériaux et équipements, qui je pense aussi vous connaissez tous. Avec l'accord des intervenants, je vous diffuserai les supports présentés ce soir par email à l'issue de cette présentation, je pense, fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous prendre des notes, vous êtes les bienvenus, mais je vous enverrai le support. Alors, la petite introduction, vraiment, à quoi le décret tertiaire, qu'est-ce qu'on en pense? On va se permettre un petit jugement de valeur sur ce décret aujourd'hui. Je laisserai après mes intervenants parler de leurs propres expériences. Je pense seront optimistes. Donc, c'est un décret qui a été voté en 2019 qui est relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation. Il vient juste de commencer, Laurent, c'est une consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, et les chiffres vont être comparables à partir de 2030. Mais ça vous expliquera vraiment comment ça fonctionne avec les intervenants. Mais en gros, il n'y a pas forcément de méthode précise, il n'y a pas de notion de confort qui est incluse dans le décret, il n'y a pas de prise en compte des matériaux ni de l'impact carbone, ce qui est quand même dommage. Il y a des indications de seuil de consommation, donc c'est une méthode relativement incomplète par rapport à la RE 2020 applicable en métropole. Donc aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'il faut former? Est-ce qu'il faut guider? Est-ce qu'il faut s'adapter? Qu'est-ce qu'on fait avec ce décret? Vers où je vais laisser peut-être la porte à nos intervenants pour expliciter ça. Et donc ce soir, nous allons accueillir Madame la frontière de la CACF qui nous fera un retour d'expérience sur la saisie sur la plateforme Opéra par rapport au siège de la CACF et des actions du PCAET, je lui laisserai le soin d'expliquer ce que ça veut dire, et Laurent Casanova de l'ADEME qui nous présentera les aspects liés au territoire guyanais. Vu que vous êtes tous les deux maintenant présents, je vous laisse choisir qui veut commencer. Des chifouillis. Comme vous voulez.
C'est là-bas, je vais mettre votre présentation et normalement, avec le pointeur, vous faites les petites flèches gauche, droite, milieu, là. Et je vais aller chercher votre présentation. Là. On vous écoute. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Léna Lafontaine, je suis chargée de mission énergie à la CACL. Donc, je vais vous présenter rapidement comment nous, à la CACL, on a effectué le décret tertiaire donc, pour le siège de la CACL et également pour les communes membres. Parce que donc, quand je suis arrivée à la CACL en 2022, j'étais CEP, conseillère en énergie partagée. Et donc, on avait cette mission d'accompagner les communes pour l'élaboration de leur décret tertiaire. Alors, donc moi, je vais laisser Laurent expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du décret. Je vais juste dire que donc, nous, le décret il concerne uniquement les bâtiments tertiaires ou mixtes supérieurs à 1000 mètres carrés. Et donc, il y a des paliers à atteindre en termes de réduction de consommation énergétique en 2030, 2040 et 2050. Donc, la première échéance était effectuée en novembre 2022 sur la plateforme Opéra. Et le but, c'était vraiment de sélectionner depuis 2012 jusqu'à 2022 l'année de référence, donc l'année où il y avait le pic de consommation du bâtiment que vous aviez choisi. À la SACEM, en l'occurrence, nous, on avait choisi l'année 2016 parce que c'était cette année-là où on avait tous nos groupes climatiseurs froids, on avait une consommation qui était vraiment excessive. Et ça nous permet en fait de réduire aussi l'objectif qui a été ensuite calculé par Opéra à atteindre en 2030. Là, on ne voit pas très bien, mais c'était juste pour vous informer, au cas où vous n'êtes pas au courant, que EDF a une plateforme marché d'affaires. Il y a un EDF particulier qui est très compliqué à utiliser pour sélectionner les factures et les télécharger. Et si vous avez plusieurs bâtiments, ben, c'est assez chronophage. Aujourd'hui, si vous allez sur le site EDF et que vous descendez en bas de page, vous avez le portail marché d'affaires et c'est beaucoup plus simple pour suivre les consommations. Moi, je m'en occupe notamment pour les communes parce que, en fait, on a des centaines de bâtiments. Donc, c'est beaucoup plus simple après pour faire les reportings des consommations. Donc, en kilowattheure, qu'on ne voit pas très bien dans le tableau du bas et au niveau aussi tarifaire. Et elles sont disponibles à partir de quelle année? Elles sont un peu remontées Alors, en fait, ça dépend. Pour la SACEL, moi, j'en ai depuis 2009. Après, en fonction des communes, malheureusement, il y a eu des pertes de données. À certaines années, ma courrière, je crois que j'en avais à partir de 2016. Et ensuite, il faut aller faire la réclamation auprès d'EDF Guyane. Et, oui, je pense que c'était directement, enfin que c'était numérisé, enfin pas numérisé. En fait, je pense qu'ils ont eu une période où ils ont perdu des données. Donc, il y a maintenant aussi, si vous ne retrouvez pas vos données directement sur votre plateforme en ligne, malheureusement, il faut aller demander sur place pour qu'ils vous la donnent au physique. Et voilà, c'est complet. Donc moi, je vous ai juste partagé le tableau que moi j'avais pour les sites de la CACL. Donc c'était beaucoup plus simple. Ensuite, pour faire les relevés annuels, j'ai une colonne bilan que je ne vous ai pas présentée. Je n'ai pas forcément songé à tout capturer en écran. Mais donc ça me permettait vraiment de suivre chaque année. En fin d'année, j'inscris juste le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. J'inscris dans chaque colonne dans mon Excel. J'ai le total et je le mets directement sur la plateforme Opéra. Donc là, c'est la troisième année validée sur la plateforme Opéra. Et également pour deux communes, donc Roura et Macouria. Désolée, je n'ai pas songé non plus à prendre les captures d'écran de la plateforme Opéra. Cependant, je vous ai montré là, je ne sais pas si on peut l'ouvrir facilement, une attestation en fait de dépôt. Et c'est dessus qu'en fait, ils indiquent les consommations à avoir d'ici 2030 en objectif. Donc, il y a une valeur absolue et il y a une valeur relative. De mémoire, la SACEL aujourd'hui, en valeur absolue, on est à 55 kWh mètre carré par an et ce qui est demandé, c'est 30. Donc, on a quand même beaucoup de travaux à faire, tout en sachant que nous, sur le siège de la SACEL, on a installé du panneau photovoltaïque en toiture, on a une ombrière photovoltaïque également.
Mais ce qui a compensé ces économies d'énergie, c'est qu'on a augmenté les agents, le nombre d'agents. Donc, on a de nouveaux algébraux. Et donc, en 2022, on a vu en fait une différence au niveau des consommations électriques. Ce que je peux dire aussi, c'est que la SACL va construire 2 nouvelles ombrières photovoltaïques sur le parking qui pourront profiter aux autres membres de l'esplanade à faire. Donc, il y a aussi l'ADEME, il y a France Travail. Et, et voilà. Je laisserai Laurent un peu plus discuter du décret tertiaire. Je m'étais un peu plus focalisée sur le PSAET de la CACL. Donc, le PSAET, c'est le plan climat, air, énergie territoriale. C'est un programme stratégique qui permet justement d'accompagner les EPCI dans la réduction des consommations d'énergie par le biais de différents projets. Donc la CACL a choisi de faire un PSAET, un COT qui s'appelle un contrat d'objectif territorial qu'on avait signé avec l'ADEME, et un CRTE. Le CRTE, c'est un contrat de relance pour la transition écologique. Donc le CRTE, c'est un document qui est intéressant parce que on le signe pour l'ensemble des communes de l'EPCI et toutes les communes qui ont donc, des projets dont il y a une connotation énergie dedans sont mis en avant lors des demandes de subvention préfecture. Donc ça, c'est le but du contrat de relance pour la transition écologique. Donc le PSAET, il a été signé en octobre 2024. On a 41 actions avec 6 axes stratégiques et 17 orientations. Donc j'ai choisi de vous présenter les axes stratégiques avec quelques exemples pour vous illustrer un peu ce qu'on a choisi de faire. Donc, le premier axe, c'est s'organiser et devenir un exemple. Donc, en objectif, j'ai marqué instaurer une gouvernance éco-responsable, réduire les consommations du patrimoine, former et mobiliser les élus et les agents. On a différents projets, il me semble qu'on a une dizaine de projets pour ce premier axe, et le budget global estimé est de 20 millions d'euros. En exemple d'action, je vous ai montré la réalisation d'établissements scolaires élémentaires, qui a été portée par la CACL donc, de 2023 à 2025 sur 10 établissements scolaires pour un montant total de 3,6 millions d'euros. Initialement, le projet avait uniquement pour but d'installer de l'isolation afin d'améliorer le confort thermique des élèves et du personnel éducatif. On s'est rendu compte qu'en fait, les bâtiments communaux étaient beaucoup plus vétustes que ça et on a complètement changé notre périmètre d'intervention. Initialement, on avait une enveloppe de 5 millions d'euros pour 500 bâtiments communaux. Donc, au final, notre enveloppe de 5 millions d'euros, c'est pour 12 établissements scolaires. Et donc là, on en a fini 10. Et on a choisi donc, de refaire également les charpentes, couvertures, faux plafonds et également l'électricité dans les faux plafonds. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait strictement à rien de mettre uniquement de l'isolant. En exemple, donc, on a fait Finera Hort à Cayenne pour un montant de 483 000 euros et Mon Naziré à Macouria pour 640 000 euros de travaux. Alors, la CACL accompagne les communes dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire que nous sommes porteurs des projets et les travaux sont remis à peu près en clé en main. On cherche les subventions et les communes donc, ont un autofinancement de 20% uniquement. Et c'est eux qui récupèrent le FCTVA un an après travaux. Donc, au niveau des communes, ça revient à 4% en fait, du montant total des travaux en autofinancement. Et c'est beaucoup, du moins les communes aiment beaucoup ce concept-là parce que ça leur permet de lancer plus de travaux de leur côté. Par exemple, au Cayenne, pendant que nous faisions la réfaction de 4 établissements scolaires, et ils ont repris complètement l'école Zéphyr et Joséphine Hort, qu'ils ont pu mettre beaucoup plus en avant. C'était passé aux infos il y a 2 semaines, ils avaient fait 1 million de travaux sur Joséphine Hort. Alors, donc là, je vous ai mis un petit peu le topo des travaux que nous avons terminés sur l'ensemble des communes. Là, on est en train d'en faire de nouveau sur Matoury pour cette fin d'année. Un deuxième projet que la SACL a lancé, c'est la rénovation des installations d'éclairage public.
Donc, toujours dans l'objectif donc, de réduire les consommations énergétiques. Tout ça contribue en fait à la réduction des consommations énergétiques du patrimoine de la CACL. Et donc, ici, nous avons choisi d'intervenir uniquement sur les réseaux de tronçons de bonne qualité. Et en fait, on rénove les luminaires, les coffrets, et on installe donc des systèmes de capteurs. En fait, on a plusieurs modèles de capteurs, dont les prises d'AGA, qui nous permettent donc, de créer des nuages de luminaires que l'on peut donc, commander par application, donc téléphone ou tablette. Et également, en fait, permettra aux services techniques de mieux cibler les zones où il y aura par exemple, des pannes ou des vols en direct. Parce que à ce jour, c'est compliqué pour les communes de faire une vigilance autonome, car en général, ils n'ont pas en fait, de connexion au niveau des installations. Donc, il y a aussi une prévision de la réduction des pollutions lumineuses. Comme on est financé par les C2E EDF, on est tenu de respecter en fait les fiches de certificats d'économie d'énergie qui ont grandement changé en 2025, qui sont devenues beaucoup plus poussées. Et donc, on a demandé aux communes de faire de la descente de lumière, également en fonction des zones, en fonction des horaires. Donc, je vous ai mis les montants qui ont été alloués pour chaque commune. On est sur un projet à 10,7 millions d'euros pour cette première phase. Nous avons presque toutes les subventions. On attend un retour du FEDER qu'on a déposé en 2023, qui a été passé en instruction ce mois-ci. Mais donc, nous lançons la consultation des travaux ce mois-ci également. On reste également dans les mêmes principes de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée du projet d'isolation des bâtiments communaux. Donc là, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu les détails des modèles que nous avons choisis dans le cadre de la rénovation d'éclairage public. Sur le deuxième axe, favoriser l'autonomie du territoire, j'ai noté comme objectif la réduction de la dépendance énergétique, développer les filières locales d'énergie renouvelable, avec pour objectif en 2030 100% d'électricité en énergie renouvelable sur le territoire de la CACL. Donc, c'est un grand objectif, mais ça donne quand même une ligne de conduite. En exemple d'action, je vous présente donc le projet de rénovation de consommation photovoltaïque qui est mené sur 8 sites de la CACL. Donc, 3 usines d'eau potable à La Contrée, au Robota et donc à Cacao. Le bâtiment environnement du siège de la CACL, la station d'épuration Le Blon, le port du Larouveau, le centre écoterie et le centre de compostage. Donc voilà, c'est un projet autoconsommation photovoltaïque. On est un peu plus de 1,6 million d'euros. En axe 3 du PSAT, on a amélioré le bâti et construire une ville durable. Et en objectif, adapter la construction et la rénovation aux conditions climatiques locales, promouvoir un urbanisme durable et inclusif, développer la ville numérique et intelligente. Donc, en action phare, celle que moi je connais de la CACL, entre autres, c'est le Smart Territoire. Donc, des capteurs pour le suivi des inondations ont été installés dans les canaux du territoire de la CACL afin donc de limiter en fait et d'avoir une réaction beaucoup plus rapide en cas d'intempérie. Donc, il y a également, la CACL a également donc, le contrôle des OTCL, donc des offices du tourisme du centre littoral, qui sont en train de créer en fait un label local pour encourager le tourisme écologique en Guyane. En axe 4, je vous ai mis impliquer les acteurs du territoire et en action phare, ce que la CACL a fait cette année. Donc, il y a eu plusieurs ateliers et par acteurs. Donc, c'est porté par le service environnement d'échelle et cela consiste à simplement amener tout ce que vous avez chez vous qui est cassé pour qu'il soit réparé gratuitement. On vous montre comment réparer. Donc, ça peut être un vélo, ça peut être une cafetière, ça peut être un meuble. Et donc, il y a eu plusieurs actions comme ça cette année, environ 6, il me semble. On a également mis en place donc, des sensibilisations autour de l'utilisation du vélo
Et donc là, en l'occurrence, en mai, il y avait eu un mai à vélo justement au centre d'Amacoria. La SACL a également lancé le projet de navette fluvio-maritime qui entre justement dans le cadre de, de la diversification des transports publics et également donc, les mobilités douces. Je mets également le Grand Maïri, en fait, il y en a chaque année, donc ce sont des sessions de nettoyage et celle-ci était au Vieux-Port de Cayenne. En action 5, il y a s'adapter au changement climatique et devenir résilient. Donc, en résultat attendu, le PSAIT de la SACL compte 200 espèces suivies, donc 200 espèces animales, et plus 10% de consommation d'eau en économie et économie verte et locale renforcée. Je pense que c'est ça. En exemple d'action structurante, je vous ai donc montré, inséré des photos d'aménagement digitalisé des canaux urbains. Donc ça, c'est un projet qui est porté, nous sommes dans le cadre du PAPI de la CATL. Et là, ce sont des installations qui ont été commencées cette année et qui devraient être terminées en 2027. Donc ce sont des végétaux spéciaux pour favoriser l'irrigation des sols. Et il y a également des arbustes qui ont été plantés. Et enfin, en axe site, on a amélioré la qualité de l'air. Donc la SACL s'est mis en partenariat avec l'association Atmo Guyane en 2023. Et de fait, chaque année, il y a une action de suivi et d'études de qualité de l'air. Là, donc, je vous ai mis celle qu'on a eue cette année, c'était sur Cayenne et Riméon-Joly. Et ça montre donc les répartitions de dioxyde de carbone sur les zones concernées. Donc également, la SACL fait beaucoup de réunions de sensibilisation auprès des élus avec Atmo Guyane. On en a fait également auprès des agents de la SACL. Et on prévoit en fait, à partir de l'an prochain, de faire également lors des journées vélo de la SACL, inclure donc Atmo Guyane dedans. Donc voilà comment se conclut ma présentation. Donc moi, je me suis plus focalisée sur le PCIT de la CACL parce que c'est l'action principale qui nous permet en fait de réduire les consommations énergétiques sur notre patrimoine et ceux des communes. Voilà. Donc la fin prévisionnelle du PCIT est en 2030. Merci beaucoup. On pourra passer la parole à Laurent Casanova de l'ADEME. Je vais te préciser que s'il y a des questions pour Leïna, je pense qu'il vaut mieux les poser maintenant. Oui, est-ce que vous avez des questions pour l'intervenant? Contraindre ensuite. J'ai une petite question parce qu'on a un bâtiment pour la CACL à Matoury et l'option photovoltaïque, elle n'a jamais été retenue. C'est quel bâtiment? Les ateliers relais de Copaya. D'accord. Bah après, ça, c'est la VDF qui s'en occupe malheureusement et je pense qu'il y avait une conduite de changement à faire auprès des services. On n'a pas forcément le réflexe d'inclure. Comme vous avez parlé d'un 100% énergétique, quand on est encore en travaux, oui. Donc si vous voulez les intégrer. Après, oui, il nous faut des subventions. Ouais. Donc là, pour l'instant, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on a réussi à subventionner. C'est difficile en fait d'obtenir. Okay. Non seulement l'État et FEDER, mais l'objectif de la CSL, c'est vraiment à terme, à moyen terme et à long terme, d'inclure en fait cette installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments communaux. En l'occurrence, on a prévu avec l'ADEME de lancer un AMI sur les établissements scolaires pour l'installation de panneaux photovoltaïques également. Non, je vous dis ça parce que ça peut coûter moins cher que ça s'intègre dans des travaux qui sont en cours qu'après coup. Ben non, parce que du coup, il faut quand même un bon plan de financement. C'est déjà chiffré, hein, tout ça. Oui, mais derrière, il faut que vous ayez les. Il faut qu'on obtienne les subventions. Okay. Et aujourd'hui, c'est difficile en fait. On relance beaucoup, par exemple, même pour les travaux que j'ai montrés sur le photovoltaïque, j'ai pris 3 ans avant d'obtenir les subventions pour les lancer cette année. Mais prévoir un bâtiment avec la possibilité
Ouais, ça a été, de toute manière, dans le DCE, ça a été. Ah, ça y est. Oui, c'est juste qu'ils n'ont Si pas c'est renouvelé fait- l'option. Mais si vous faites les travaux et que c'est prêt à accueillir. Ouais, en fait, c'est ça, c'est juste que C'est mieux que de revenir par ailleurs, par après. la structure, elle est prête à accueillir les panneaux photovoltaïques. C'est 150, 200. Petite question. Vous avez un document technique sur les référencements d'isolation de toiture. Vous avez sorti des chiffres d'économie d'énergie. Alors, oui, on a un bureau d'études qui est en train de faire l'avant-après travaux donc, sur les économies d'énergie qui sont réalisées. Donc, moi, j'en ai reçu pour 4 écoles. Déjà, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut à les télécharger. Et vous avez fait un constat avant et après travaux, C'est ça, oui, Et vous avez un rapport technique c'est ça. avec les méthodologies employées. Oui, c'est ça. Un rapport complet. Ça vient de l'avoir. Il est diffusable. C'est ça, je demande à la direction s'il est diffusable. En fait, c'est pas à destination du public et plus à destination du non-financeurs. Il faut voir s'il y a une utilité. Sachant que dans la partie, dans les parties classes, par exemple, il n'y aura pas d'économie d'énergie. Il y aura juste de l'amélioration du confort. Il y aura du ralentissement du confort. Et si il y a une amélioration du confort, Oui, alors là, il y a un paquet de classes qui le sont. au niveau du transfert de la chaleur et du ressenti à l'intérieur, vous avez moins de Il y a des tas de salles qui ne sont pas climatiques. Oui, je sais. Et sur celles qui ne sont pas, il n'y aura pas d'amélioration. Sur la partie compteur, il n'y aura Sur pas la partie d'amélioration compteur, pour non. les gamins. Par Pour les contre, gamins. ça changerait. Oui. Parce que si on parle en climatisation évitée, On peut le voir comme ça. C'est comme ça que la quiche s'est devenue construite. Je sais pas, je vais me représenter vite fait. Laurent Casanova de l'ADEME. Alors, je suis ingénieur bâtiment, aménagement, changement climatique et mobilité. Ça montre un petit peu le nombre de personnes qui bossent sur ces sujets-là à l'ADEME. On est sur des toutes petites équipes. Du coup, je vais vous faire une petite présentation, alors qui est plus sur la partie, ça va être un peu plus lourd et avec de moins belles images que la présentation de l'AENA. Moi, je suis reparti un peu plus du texte, à la fois du décret tertiaire. Je ne parle pas que du décret tertiaire, mais je rebalaye un petit peu les différents textes qui s'appliquent en Guyane. Je vais quand même essayer d'aller assez vite sur un certain nombre de slides. Après, n'hésitez pas s'il y a des questions, elles peuvent être au fil de la présentation, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Après, s'il y a des choses en cours de route. Donc, la présentation, Cécilia, sera diffusée de toute façon. Moi, j'ai quand même essayé de garder un maximum de choses, des morceaux de texte de loi en entier, pas forcément pour vous les relire aujourd'hui intégralement, mais plutôt pour mémoire, en fait. Je me permets, du coup, on vous enverra les supports. Et là, il y a un enregistrement qui est en train de se faire et ça sera retransmis sur notre chaîne YouTube. Super. Du coup, tout ce dont on va parler dans cette présentation-là se base sur la notion de transition énergétique. Donc, l'idée, c'est d'aller vers des sociétés plus sobres en énergie et moins carbonées. Du coup, ça ruisselle sur un certain nombre de sujets, de la rénovation thermique, la partie transport, bien évidemment, les économies circulaires, les dépendances aux ressources rares. Tout ceci s'est aggloméré dans un certain nombre de textes de loi. Nul n'étant censé l'ignorer, je vais juste vous faire des rappels, bien évidemment, vous savez tous tout ça, ou pas. Donc, dans la loi sur la transition écologique et la croissance verte, notamment, on retrouve le fameux facteur 4 dont on parle beaucoup, donc réduction de 75% des émissions de carbone à l'horizon 2050 en prenant les émissions de 1990. Sur des textes un peu plus centrés sur l'outre-mer, on a le 50% d'énergie renouvelable sur la partie réseau électrique. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà atteint en Guyane aujourd'hui. Réduire les consommations énergétiques primaires d'énergie fossile de 30% en 2030, ça par contre, je ne sais pas très bien comment on pourra faire parce que ça inclut évidemment toute la partie transport, sur laquelle on a vraiment du mal à faire baisser les consommations aujourd'hui. Renforcer le rôle des collectivités territoriales. Alors, différentes façons de le faire, le PCET en fait partie, notamment.
Texte réglementaire qui s'applique en Guyane, il y a le décret BAX qui s'applique depuis le 1er janvier 2025, donc qui concerne les installations de froid de plus de 290 kW. L'idée, c'est d'avoir des systèmes d'automatisation et de contrôle sur ces bâtiments-là. Pour mémoire, à partir du 1er janvier 2027, la limite d'utilisation du décret BAX passe à 70 kW. Donc, beaucoup de bâtiments vont être concernés à ce moment-là, même si on avait déjà un certain nombre qui sont concernés depuis le 1er janvier. Rétroactivement, enfin, ou les nouveaux bâtiments, les nouveaux équipements, ou bien les équipements de 70? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est-à-dire, si un bâtiment sort aujourd'hui au-dessus de 290 kW, Oui, il doit passer. Les anciens. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas que la construction neuve. Oui, si c'est ça la question. C'est comme pour le décret tertiaire, c'est le même pool de textes. Ça s'applique surtout à l'existant mais aussi sur le neuf. Mais c'est surtout pour de la réno en fait. Petit rappel aussi toujours sur la loi de la transition écologique, sur la partie obligation sur les bâtiments publics. Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage État, les établissements publics ou des collectivités territoriales doivent faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale. Ils doivent être à chaque fois possible à énergie positive et à haute performance environnementale. Un petit rappel, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore aujourd'hui sur le territoire. Il n'y a pas qu'en Guyane qu'on peut se poser ce genre de questions. Alors à chaque fois, j'ai mis des illustrations, je vous laisse le juge. Là, c'est quand même un bâtiment qui est peu ancien, donc on va dire qu'il dépendait pas de la NTEC. Mais aujourd'hui, j'aurais pu prendre d'autres exemples. On voit des choses qui sortent encore aujourd'hui, qui sont sous maîtrise d'ouvrage public et qui sont manifestement ni à énergie positive ni à haute performance environnementale. La réglementation thermique qui s'applique en Guyane, donc la RTA, elle concerne aujourd'hui exclusivement le logement neuf, donc rien sur le bâtiment tertiaire, rien sur la rénovation, aujourd'hui, encore une fois. On voit quand même un certain nombre de bâtiments. Alors là, si je vous ai mis quelques exemples, des choses qui sont plutôt bien conçues, des choses qui sont plutôt, on va dire, extrêmement discutables, et puis des choses qui pourraient être amenées à être rénovées plus tard. Et reste à savoir comment, sachant que les exigences aujourd'hui, si la photo en haut à gauche devait devenir un bureau utilisé en horaire classique de bureau, est-ce que tout le travail initial du bâtiment ne serait pas balayé pour passer sur de la clim, et si oui, comment? Et encore une fois, aujourd'hui, il n'y a aucun texte réglementaire qui impose quoi que ce soit. Donc, on peut sortir d'un comme on voit à droite, complètement vitré, avec une clim qui, à ma connaissance, a déjà été changée une fois et qui n'apporte pas le confort thermique souhaité dans ce bâtiment-là, qui est juste une serre, en fait. Il y a une verrière au dernier niveau. Oui. Oui. Décret tertiaire, du coup, donc l'idée, c'est une diminution des consommations de tous les ensembles tertiaires. Je vais revenir sur qui est concerné juste après. Les objectifs, on va dire le gros morceau du texte, c'est moins 40% par rapport à cette fameuse année de référence dont parlait Léina tout à l'heure, à horizon 2030, moins 50 en 2040, moins 60 en 2050. Qui est concerné? C'est pas très compliqué. Tous les bâtiments à l'usage tertiaire de plus de 1000 m² sont concernés. Il y a deux exceptions, c'est les bâtiments de culte. Je ne pense pas qu'en Guyane ce soit une vraie problématique, mais je pense que c'était surtout en métropole pour certains bâtiments très anciens et sur lesquels de la réno aurait été extrêmement compliqué. Et les bâtiments de défense, parce qu'on n'est pas censé avoir accès à leur consommation. Voilà. Donc ça s'impose à l'intégralité des bailleurs, locataires, etc. Donc vraiment, tous les bâtiments de plus de 1000 m². Donc que ce soit... C'est sérieux ta phrase, ça s'impose aux bailleurs que aux locataires. Le bâtiment est concerné, qu'il soit... Et le bailleur peut dire c'est la faute. Oui, ça, En après, l'occurrence, si tu dis paye la facture d'électricité. on verra après sur la déclinaison, mais le qui est responsable et comment on punit après, c'est là que le bas blesse, à mon avis. Mais effectivement, c'est celui qui est sur le compteur.
qui doit faire la déclaration sur Opérate et qui doit faire les baisses. Mais l'idée générale, quand on revient sur la partie texte, l'idée c'est pour dire, c'est pas parce qu'un bâtiment est loué qu'il sort du décret tertiaire. Il reste inféodé au décret. Donc sur comment est-ce qu'on calcule ces fameux 1000 m² de surface? Est-ce que c'est un seul tenant? Est-ce que c'est des parties d'un bâtiment qu'on vient additionner? Est-ce que c'est un ensemble de bâtiments qui sont sur une même unité foncière? Alors même unité foncière, là pour le coup dans le texte, je suis désolé mais je ne suis pas allé creuser beaucoup plus loin que ça. Visiblement ça peut être une seule parcelle ou plusieurs à partir du moment où vous trouvez que l'ensemble des parcelles fonctionne comme une unité. Donc si c'est des bureaux d'un industriel qui a 2 parcelles côte à côte et que les bureaux fonctionnent avec une usine au milieu, quelque chose comme ça, a priori, il est soumis au décret tertiaire si l'ensemble des surfaces de ces bureaux est supérieur à 10 mètres carrés. Et les rez-de-chaussée commerciaux, ça pourrait être aussi entendu Hibiscus, par exemple. Je ne sais pas s'il y a 1000 m², mais. S'ils dépassent les 1000 m² et qu'ils sont sur une seule parcelle, parce que pour le coup, si c'est des locaux commerciaux qui sont sur la même parcelle, a priori, oui. Après, quand c'est des unités, quand c'est des unités dédiées au commerce, là, il n'y a plus toute la question. Je pense que c'était parce qu'il y a du logement au-dessus, en fait. Mais si c'est une parcelle, pour moi, ça me plaît. Sachant que j'ai pas repris les chiffres à jour. Moi, j'ai des chiffres Opérate qui datent de début 2025. Il y a une centaine de bâtiments qui s'étaient déclarés à ce moment-là sur la Guyane. Donc, largement pas ce qui devrait sortir lié au décret tertiaire sur Opérate. Sachant que aujourd'hui, les services de l'État ne souhaitent pas communiquer sur la liste des gens qui sont inféodés au décret. Eux, manifestement, ont une idée de qui devrait déclarer et ils n'ont pas souhaité communiquer. On reviendra après sur les conséquences si on le respecte pas. Toi, tu connais pas le taux de déclaration? Non, je n'ai pas accès au taux de déclaration, je n'ai pas accès à l'objectif final en quelque sorte. Je ne savais pas non plus si les déclarations de synthèse sont justes. Alors, ils estimaient, je peux aller fouiller dans mon téléphone, échantillonnage, mais ils estimaient qu'il y avait, je ne sais plus, 80% des déclarations. Alors après, en plus, on va dire que c'est biaisé parce que les 100 premiers qui ont déclaré, c'est plutôt des bons élèves parce que c'est des gens qui sont restés dans les clous en quelque sorte. Et ils estimaient, je ne sais plus, que c'était au-dessus de 80% de déclarations qui leur paraissaient robustes. Vraiment, tu mets ce que tu veux derrière ce mot. Mais et c'était une analyse de mes collègues ADEME sur la gestion de la plateforme Opérate. Donc c'est même pas les services de l'État qui peuvent avoir une casquette de policier et dire ce que vous déclarez est faux ou n'importe. C'est un avis national. De quoi? 80%, c'est un avis national. Non, c'était pour les déclarations Guyane. Et d'ailleurs, je ne suis pas allé chercher le chiffre national pour voir si l'estimation était meilleure ou pas. J'ai vraiment juste regardé les chiffres Guyane. 2 façons d'atteindre l'objectif. Donc, la partie relative dont je parlais tout à l'heure, avec les 40, 50 ou 60% d'économie d'énergie au compteur, je reviendrai là-dessus. Très clairement, ça veut dire que si on met du PV en autoconso, on fait baisser ce qu'on va prélever sur le réseau. De façon, je ne sais pas comment le dire, un petit peu artificielle, mais ça marche pour le décret tertiaire. Ensuite, il y a une façon d'atteindre l'objectif qui est en valeur absolue, c'est-à-dire que l'idée c'était, oui, vous devez baisser vos consos si vous êtes soumis au décret tertiaire, mais il va y avoir des valeurs seuils. Les valeurs seuils sont sorties pour la Guyane en août de cette année, alors, un peu à la bourre. Mais elles sont sorties. Je vous laisserai aller les voir en fonction des typologies de bâtiments que vous cherchez. Elles sont sur le journal officiel. Et du coup, elles sont définies, ces valeurs absolues sont définies par catégorie d'activité, bien évidemment, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur seuil pour tous les bâtiments tertiaires, hein, c'est une par typologie. Donc ça inclut tous les usages énergétiques.
Ça, c'est pas forcément très intéressant. Et elles sont fixées donc au début de chaque décennie et les objectifs doivent être atteints à chaque échéance, donc 2030, 2040, 2050. C'est pas parce qu'on est à la valeur absolue aujourd'hui qu'on sera à la valeur absolue pour 2040 ou 2050. Il y aura quand même des efforts à faire. Oui. Comment les maîtres d'ouvrage sont avertis qu'ils doivent appliquer ces règles? L'une est censée ignorer la loi. Il y a un bon élève. L'une est censée ignorer la loi. Oui, J'ai pas d'autres informations à donner. Et en l'occurrence, je dirais bien que bon, sur la Guyane, il y a eu quand même un petit défaut de communication sur le décret tertiaire, je trouve. Au niveau national, je vais avoir du mal à juger, mais enfin, comme qui a été faite. parce que là, on parle que de bâtiments neufs. Non, on parle de l'ensemble des bâtiments. L'ensemble des Là, c'est l'ensemble des bâtiments, puisqu'on les années de référence c'est entre. Voilà. Là, un bâtiment qui a 30 ans, il est quand même concerné. Moi, je n'ai jamais dit bâtiment neuf ou vieux bâtiment. J'ai dit s'il y a plus de 2000 mètres carrés tertiaires. Il y a plus d'architectes que d'entreprises, hein. Je suis peut-être le seul. Moi, j'ai un client qui a institutionnel, qui a plus de 1000 mètres carrés, Cayenne. Il me demande de changer sa toiture. Est-ce que je dois lui sortir un décret en lui disant, monsieur, vous ne pouvez pas faire ce que vous me demandez parce que, effectivement, vous n'êtes pas dans la réglementation de rénovation. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas changer sa toiture? Enfin, à quel moment ça influencerait? Parce que Parce que la toiture n'est pas isolée, parce qu'il n'y a pas de laine de verre, parce qu'il fait une clim à l'intérieur et qu'il consomme de l'énergie. Alors après, comment est-ce qu'il Le devoir ouais, de mais conseil. alors pour le coup, Devoir de conseil. oui, alors l'idée de lui rappeler Oui. que le décret tertiaire existe et qu'il y est probablement soumis vu ses surfaces, ça me paraît très raisonnable. Après, comment est-ce qu'on atteint le décret tertiaire? Malheureusement, il n'y a rien dans le texte qui le précise. Donc typiquement, je le mentionnais tout à l'heure, il peut avoir, c'est pas un vide, c'est le texte est conçu, pas, je reviendrai dessus, mais pas pour avoir une démarche négawatt, le texte est conçu pour dire combien est-ce que vous consommez sur le bâtiment. Et du coup, on peut se dire, il pourrait, je dis n'importe quoi, enfin un cas vraiment de laboratoire, mais on pourrait imaginer un bâtiment qui surconsomme terriblement, qui aurait des ombrières solaires sur son parking raccordées avec des batteries pour maximiser sa production. Donc un truc le plus déraisonnable possible, à mon avis, qui respecte le décret tertiaire. Donc, techniquement, il n'y a pas d'interdiction pour son changement de toiture, ou il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'obligation de mettre de l'isolant. L'obligation, c'est atteindre les niveaux du décret. Il y a une obligation de résultat, il n'y a pas de moyen. C'est ça. On dit un objectif et on ne dit pas démerder pour. Débrouillez-vous pour y arriver. Soit vous êtes sur les niveaux seuil, soit vous n'y êtes pas. Et si vous n'y êtes pas, vous avez les économies d'énergie à atteindre. Du coup, modalité de suivi et sanctions. Donc, toutes les consommations énergétiques doivent être renvoyées sur la plateforme informatique Opérate, qui est gérée par l'ADEME. Alors, c'est toujours affiché partout que c'est géré par l'ADEME. J'avoue qu'étant adémien, ça me pose un petit problème parce que ça cultive une espèce de doute sur est-ce qu'on ne suivrait pas le décret tertiaire? On ne suit pas le décret tertiaire, on n'a pas de casquette de police, on n'a rien de tout ça. On a juste l'opération sur un site web qui était dans nos compétences, c'est pas le problème, mais c'est juste un site web. Nous, on n'est pas directement en première ligne là-dessus. Toutes les déclarations annuelles doivent se faire avant le 30 septembre de chaque année. Et maintenant, en non-respect, puisque on en a déjà un petit peu parlé, non-respect de l'obligation, en gros, aujourd'hui, on est sur du name and shame. Donc, l'idée, ce serait qu'à un moment donné, l'État communique sur des mauvais élèves qui consomment trop. Comment? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va être fait? Je ne peux pas répondre à ta question. C'est ce qui est prévu. Et ensuite, l'amende peut aller jusqu'à 7 500 €. Voilà. 7 500 € sur des bâtiments qui peuvent consommer plusieurs dizaines de milliers d'euros par an d'électricité parking. Cacahuète, quoi. Je peux dire que c'est pas, c'est pas très énervé. Après, on peut se dire aussi que c'est la première marche. C'est mise en place. Ouais.
Et que, Sachant qu'il y a pas de police, en plus. peut-être en 2031 ou en 32, encore une fois, moi j'ai eu des échanges avec la DHUP qui m'a dit, en fait, nous on sait quels sont les bâtiments qui doivent déclarer. D'accord, donnez-moi la liste, on communique, on leur envoie des courriers, on fait quelque chose. Là, ils m'ont dit, bah non. Ok, bah non. Donc, Il n'y aura pas de contrôle, en fait. Donc, c'est alors, un peu au niveau national, est-ce qu'il y aura des contrôles? Je pense que oui. Au niveau de la Guyane, très honnêtement, je pense que non. Parce qu'au niveau des permis de construire, on les remplit, les mètres carrés on a un tableau, donc si c'est informatisé, ils doivent les connaître. Oui, alors il y a bien le si c'est informatisé. Parce que Voilà. là, quand on reprend la Guyane, est-ce que le bâtiment est déclaré? Est-ce qu'il a vraiment eu un permis de construire? Est-ce que les données du permis étaient vraies? Est-ce qu'elles ont été centralisées? Qui récupère les données là. Pardon? L'INSEE ne récupère pas ces données-là? Les services de l'État m'ont jamais mentionné l'INSEE dans les échanges. Moi, ils m'ont juste dit on a des listes. Pour les conscients. Moi, je peux pas vous dire plus que ce que j'ai vu en termes d'échanges là-dessus. Après, l'idée générale, c'est aussi, et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui sur des choses qui ne dépendent pas de mes missions, parce que mission ADEME, c'est pas le contrôle, c'est pas la police, c'est pas ce genre de choses. Nous, on est sur des problématiques très réglementaires, pas des problématiques réglementaires. Donc, là, mon intervention aujourd'hui, on va dire qu'elle cristallise un peu l'absence des services de l'État sur le sujet aujourd'hui en Guyane. J'espère que ça va changer bientôt. Et puis, elle veut aussi dire que l'idée générale, c'est quand même de diffuser cette info, de prévenir les gens, de leur dire qu'il faut qu'ils embarquent, que techniquement, ils ont l'obligation d'embarquer. C'est quand même une bonne façon de leur dire, allez-y, faites des trucs. J'essaie de le faire gentiment, mais c'est un peu ça l'idée. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, donc sur la démarche mégawatt, la démarche raisonnable, et comme vous voulez. L'idée de commencer par de la sobriété, d'aller vers de l'efficacité, d'aller ensuite vers des énergies renouvelables. Les critères tertiaires, ils ne mentionnent pas qu'il faut y aller dans ce sens-là. Les critères tertiaires, ils disent juste vous devez atteindre un objectif. Ce sens-là, le fait de commencer par de la sobriété, d'aller sur de l'efficacité et de ne penser aux renouvelables qu'ensuite, a bien évidemment du sens. Ça a un sens économique, ça a un sens philosophique. Enfin, c'est quand même la façon la plus raisonnable d'envisager les choses. Après, ça dépend quand même à chaque fois du propriétaire ou du bailleur, de l'occupant du bâtiment, parce qu'il y a des choses qui seront plus ou moins négociables en termes de sobriété, par exemple. Bien évidemment, le passage par un diag au départ peut être assez intéressant. Il y a un certain nombre de bureaux d'études qui sont capables de faire ça sur le territoire. Toujours pareil, l'idée globale, c'est une baisse significative des consommations et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui empêche un porteur aujourd'hui qui a un bâtiment qui est soumis au décret tertiaire de taper directement sur du renouvelable et de ne pas s'occuper de sa sobriété, de son efficacité. Certes. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Intellectuellement, oui, aucun doute. Après, est-ce que sur le territoire, ça peut permettre d'avoir des gens qui se préoccupaient absolument d'aucune de ces catégories-là, de commencer à mettre le pied dans un projet renouvelable, pour commencer, on va dire, ça peut être souhaitable. Un certain nombre de petites informations qui peuvent être utiles. Nous, côté ADEME, on avait instrumenté un certain nombre on avait fait instrumenter par un bureau d'études un certain nombre de bâtiments tertiaires. On a synthétisé les résultats de l'étude dans une petite plaquette qui est disponible gratuitement sur le web, qui est facilement trouvable. Je me demande si elle n'est pas relayée sur le site d'Aqua. Elle n'est pas celle-là. C'est une des rares publications à nous que vous n'avez pas relayé directement. Non, je le dis en rigolant parce qu'on n'a plus de site web côté ADEME Guyane, donc tout est sur la librairie ADEME nationale. Elle y est bien évidemment et elle est trouvable. Enfin voilà, tapez baisser les consommations énergétiques du secteur tertiaire en Guyane et vous aurez la brochure. Donc l'idée c'était de balayer un certain nombre de typologies de bâtiments, de décomposer leur consommation et d'évoquer quelques petites pistes d'économie. Typiquement, j'ai sorti des fiches que vous aurez, des extraits de la plaquette, donc sur la décomposition des consommations
de plateaux de bureau. Donc éclairage bureautique, climatisation bien évidemment qui reste très très haute. Dans les choses qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que c'est le schéma du bas, c'est les parts de consommation en horaire inoccupé, qu'on soit sur du commerce alimentaire, du non alimentaire ou du bureau, on est sur des montants de conso qui sont énormes. Voilà. Sachant qu'on a essayé, même si l'échantillonnage qu'on a fait était pas, enfin, il peut être critiqué sur sa représentativité du tertiaire en Guyane. Ça a quand même une vraie valeur d'exemple, c'est-à-dire que même quand on a des bureaux qui sont plutôt vertueux et qui font plutôt attention, on retrouve quand même pas mal de conso en inoccupation. Alors, il y en a certaines qui s'expliquent. Pas une salle serveur avec un informaticien qui dit ma salle serveur, elle va tourner en clim H24. Ok, pas de problème, on peut l'entendre. C'est de la clim sur tous les plateaux de bureau. On peut discuter qu'à 2 heures du matin, ça pourrait être éteint, ça ne changerait pas grand-chose. Et il pourrait y avoir un automate qui fait que ça se rallume, je ne sais pas, à 6 heures, si tout le monde arrive à 7, que les bureaux soient déjà prêts. Enfin, voilà, il y a quand même il y a vraiment des choses à faire. Une GTB. Alors, ça peut être même pas une GTB. Ça peut être juste une horloge. Ça peut être 100 balles, et je crois qu'il y a une fiche C2O dessus, donc La programmation intermittente. 100 balles. Voilà. Je crois que c'est une intermittence. Bon, j'en ai déjà parlé longuement, donc les conseils ADEME sur la réduction de la conso, donc voir ce qui se passe au moment de la construction, donc sur le bâtiment neuf, savoir comment on se positionne. Isolation de toiture, mise en place de débords, protection solaire, enfin bref, voilà, j'allais dire le topo classique, l'étiquette énergie sur la partie équipement, j'avoue que c'est pas très lisible, je suis désolé, j'ai fait un extrait qui était pas terrible, c'est vraiment des choses qui sont dans la plaquette, encore une fois, là, allez la voir, vous aurez tout ça, et travailler, on en parlait à l'instant, sur les usagers, les comportements, éventuellement des automatisations qui peuvent aller avec. Le passage à l'ENR, donc là c'est l'exemple du bâtiment de l'EPFA. Le passage à l'ENR, on en a parlé pas mal dans le décret tertiaire, est totalement possible quand on est en autoconsommation. Oui, pardon. Donc il peut être en toiture, je l'avais mentionné aussi, ça peut être une ombrière qui est raccordée, ça peut être différentes typologies. Fois, si c'est pour rester dans le cadre du décret tertiaire, il faut que ce soit en autoconsommation et ça ne pourra pas être en revente. Puis je vous ai laissé quelques liens, donc toutes les actions et dispositifs d'aide de l'ADEME sur Agir pour la transition.adem.fr, la plateforme Opérate pour la saisie des données et qui est dotée d'une page de questions-réponses qui est énorme et qui reprend, enfin vraiment quand il y a des gens qui ont besoin de faire des déclarations. Je n'ai pas encore vu de questions qui n'étaient pas posées sur le question-réponse côté Opérate, elle est vraiment énorme. Le site de la DGTM avec la RTA et le décret tertiaire en texte complet, si vous avez besoin. Voilà, s'il y a d'autres questions à disposition. Dans les dispositifs mis en place ou à mettre en place, est-ce que l'ADEME finance participe des aides sur la, pas forcément sur la bureau neuf, mais de la rénovation. Alors, aujourd'hui, je vais répondre en 2 parties. Jusqu'à ce décembre, jusqu'à fin 2025, ce qu'on avait réussi à garder, parce que l'ADEME nationale, globalement, ne travaille quasiment plus sur le bâti. Nous, ce qu'on avait réussi à garder, c'était des aides sur l'ingénierie. Donc, s'il y a besoin d'un AMO environnemental, on va dire, ou un AMO pour aller chercher quelque chose qui ressemblerait à un label, ou des choses comme ça, c'est des choses possibles. S'il y a des simulations spécifiques, c'est des choses qu'on pouvait aussi aider jusque-là. Ces dernières années, on n'a plus la possibilité d'aider la réno en elle-même. L'aide à l'investissement, c'est des choses qui sont complètement sorties du spectre. Là, ces derniers temps, on n'a plus la possibilité physique de le faire, mais jusqu'à les dernières années, de toute façon, je n'avais pas de budget qui était adapté pour faire ce genre de choses. Donc, vraiment, on se bornait à de l'ingénierie. Après,
là, en l'occurrence, si on est sur de la réhab qui vise à se mettre en conformité avec un texte de loi, de toute façon, l'ADEME ne peut pas intervenir. Et c'est pour ça qu'on peut quand même aider, encore une fois, jusqu'à 2025, et j'arrive après pour la suite, on pouvait aider un DIAG, par exemple. Alors, on l'appelait pas DIAG, mais, ou une AMO, même si le but de l'AMO, c'était d'aller faire le décret, mais c'était une aide à aller améliorer le bâtiment. Pour l'année prochaine, je n'ai aucune réponse à donner pour l'instant, malheureusement. On est complètement en suspension sur tous nos budgets. On n'a aucune visibilité en interne pour l'instant. Je ne fais pas un détail complet de ce qui se passe en ce moment au gouvernement, mais enfin, ça bouge pas mal. Tout ce qui est budgets généraux sont, on va dire, suspendus pour l'instant, y compris celui de l'ADEME. Et a priori, on s'attend quand même à ce qu'on nous demande, enfin, à ce qu'on nous donne un budget qui sera beaucoup plus bas que les années précédentes sur nos missions à nous. Et ce qui pourrait être coupé, sauf si on arrive à les défendre un petit peu, c'est des enveloppes très spécifiques. Et en l'occurrence, tout ça dépendait pour l'ADEME Guyane d'une enveloppe inter-outre-mer qu'on avait réussi à défendre au niveau national. Vous avez entendu parler de la prime outre-mer par la BPI? Alors, par BPI, c'est quoi? C'est leur aide. Oui, mais BPI, ça, en Guyane. Oui. Outre-mer pour la rénovation énergétique, au niveau des rénovations thermales. Mais alors, enfin, il y a quoi dedans? Parce que en fait, je connais pas par cœur le En nom deux de leur mots, dispositif, en deux mais, mots, on a réussi à c'est faire. une aide ou c'est un Alors, prêt? c'est une aide de l'État, directement. Ouais. J'ai réussi à faire un dossier. J'en ai perdu 5 ou 6, parce que je peux siffler pratiquement. On a fait un dossier comme ça, sans citer le nom, c'est la DAG, l'aménagement anti-Guyane. On a rénové effectivement les 800 mètres carrés de toiture, à moins de 1000 mètres. On a rénové ça avec de la tôle non isolée. Ouais. La BPI a participé à 70% du financement. Voilà. Donc, aux clients, ça revient à 30%. Après, sur de l'isolation, il Ça, va y avoir les aides à ça a plus. été valable Sur sur les 6 premiers mois de l'année 2025 et au mois de mai-juin, la BPI m'a appelé en disant stop, terminé, il n'y a plus de dossier. J'ai perdu 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Mais ça montre un petit peu le contexte. Et c'était effectivement dans le cadre de l'amélioration énergétique, etc. Enfin, il y avait tout un protocole avec la BPI qui disait qu'effectivement, ça rentrait dans le cadre de l'économie de l'énergie, etc. Il y a effectivement d'autres financeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, côté BPI, Non. à ma connaissance, non. Pardon, Là sur des actions de baisse de consommation, il y a quand même toutes les offres Agir plus EDF qui existent. Même il n'y a pas des cartes flash. Alors on a encore des cartes flash, mais c'est sur des actions qui sont un petit peu spécifiques et surtout qui ne sont pas dans le cadre et qui sont pas. Il y a quelques petites choses sur le remplacement des installations de froid aussi. Ouais, il y a quelques lignes, mais c'est vraiment très spécifique. Ouais. L'EDF, c'est pilote, ça. Ah non. Sur l'isolation, Ah non, c'est pas mal. alors sur l'isolation, peut-être sur la clim ou sur des choses comme ça, mais sur l'isolation, ils prennent 20 balles, 20 balles de carré. Ouais. Ouais. Mais alors, moi j'ai une vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut vendre à la CRE, puisque c'est la Commission de régulation de l'énergie, qui décide si le cadre Agir plus est bon ou pas, comment est-ce qu'on peut leur vendre des économies d'énergie qui n'existeraient pas pour rajouter des sous sur de l'isolation? Parce que typiquement, l'isolation, on se bat tous les ans, et je siège des petites MDE, on se bat tous les ans pour la garder. Et les tarifs qu'on laisse, ils sont très hauts. Donc, il y a un moment, je veux dire, il y a quand même des chantiers où l'isolant revient à zéro. Il n'y a plus que la main-d'œuvre. Donc, ça me paraît quand même beaucoup. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. C'est encore une fois, quand il y a un remplacement de toiture,
c'est le propriétaire qui a un bâtiment, hein. Je veux dire, le EDF peut pas aider au renouvellement urbain ou à l'entretien tous les 20 ans d'un toit en tôle. Ah non, non. C'est pas leur rôle. Et enfin, c'est pas le mien non plus, mais c'est pas le rôle du cadre. Le cadre, il est là pour aider à ce qu'il y ait la plus-value d'isolation qui soit mise en place. Donc, enfin, vraiment, là, dire que c'est peanuts, je trouve ça vraiment très dur. On part à la BPI par rapport à l'EDF. Ah oui, mais après, BPI, eux, ils débarquent avec. Enfin, en l'occurrence, BPI, finissent, hein, je suis désolé, mais s'il y a eu qu'un seul chantier, c'est pas terrible, hein. Oui. Donc, enfin. Enfin, je vais remettre celui-là. Oui, puis aussi, Le 40, si déjà on repasse des clims à 26 ou 27 sur des bâtiments qui sont, on va dire, protégés correctement du soleil, pas des trucs géniaux, mais juste protégés correctement, donc une isolation et un peu de protection sur les ouvrants. Les 40% dans les bureaux, on les atteint, hein. C'est pas, enfin, c'est faisable, vraiment. C'est pas démentiel. Le 60%, honnêtement, ça peut être vraiment beaucoup plus dur, surtout sur des bureaux qui ont déjà quand même bien baissé leur conso. Et c'est là qu'arrivent les niveaux de seuil. Il y a aussi il y a moyen de solliciter directement les CESE. Il y a des mandataires CESE qui sont en fait l'intermédiaire entre les obligés et ceux qui commandent les travaux. Il y a moyen de passer par eux directement, en tout cas pour les bâtiments tertiaires qui ont l'intérêt plus haut que EDF pour l'isolation. Et aussi pour les constructions solaires. Ça c'est plutôt bien. Donc ça tient le jour. Oui, oui, ça tient. Voilà, Juste avant, j'étais avec EDF qui disait c'est gênant. Oui, c'est vrai, il y a d'autres gens sur le marché. Non, non, mais c'est deux eux, c'est vrai. Et ça finance bien le tertiaire. Vraiment. À la fois sur la protection solaire et sur l'isolation, c'est supérieur par rapport à l'autre. C'est petit. Enfin, tu peux en dire plus? Une deux secondes, je retrouve au moins deux noms, mais par exemple, enfin, sur les producteurs d'énergie, donc je sais pas, il peut avoir genre Shell, il y a Total, et eux, ils ont des mandataires qui viennent tuer leur CESE. Alors, on les oblige, ça sera pris en parce que sinon. Il veut même et donc oui, il est partout, comme voilà, mais oui, enfin, Il y en a d'autres ou c'est le seul que tu connais? il y en a plusieurs. Donnez-moi 5 minutes, je vous fais une liste. Bah oui. T'as 10 minutes. Tu penses qu'il faut du plus et en plus, C'est ça, en gros, en résumé. Ça va. Tranquille, il arrive de partout, c'est pas trop loin encore. Nové aussi. Bon. Et en fin de compte, c'est une espèce de plateforme qui va chercher effectivement chez Total ou chez autres, chez EDF, qui va chercher des trucs. C'est un peu une espèce de bourse où il va chercher les meilleures aides. C'est ça. Je dirais que Ils sont quand même plusieurs à faire ça. Voilà, c'est un gars qui est basé en Martinique aujourd'hui, je pense. Bon, Je peux vous donner déjà un nom et un numéro, et c'est sûr que cette personne-là, au moins 2, 3, on va dire, fournisseurs de ces deux. C'est la personne que je viens d'évoquer. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos intervenants? Il est possible qu'ils imposent des moyens pour arriver à ce résultat. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Honnêtement, là, la construction du texte est peut-être dans 15 ans, mais parce qu'après, l'obligation de moyens sur le déroulé, elle est. Enfin, c'est toujours très compliqué là, quand on crée une règle du jeu. Là, eux, ils ont juste dit on veut que vous baissiez vos consommations. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous baissez. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai mentionné plusieurs fois, mais oui, faire de l'autoconso, bah, ça marche.
ça fait baisser au niveau du compteur. Alors, pour nous, pour la stabilité du réseau, tout ça, c'est pas forcément la meilleure des idées. L'autoconso, au sens classique du terme, il faudrait qu'elle arrive après le reste, mais ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on ne va pas interdire à des gens de mettre du panneau solaire sur leur toiture. En fait, il faut plus le voir dans l'autre sens. C'est à quel moment on va interdire certaines pratiques. Passer par une pratique avant l'autre. Ouais, mais alors, là, on parlait tout à l'heure d'un texte. Enfin, j'aime bien ce genre de choses parce que on est passé de non, mais de toute façon, il n'y a personne qui va contrôler à on devrait leur demander de dérouler des pratiques dans le bon ordre sur un truc qui va être vraiment super difficile à suivre. Là, suivre des factures, là déjà, la plateforme Opérate, enfin, ça va être une assez grosse joyeusseté quand même, parce qu'il y a tous les bâtiments de plus de 1000 mètres de tertiaire qui sont censés déposer toutes leurs factures EDF. Et il y a des gens qui sont censés vérifier que, alors ce sera par sondage, on va pas vérifier, enfin, les factures vont pas être vérifiées une par une, où on pourra mettre des IA pour y travailler, mais il n'empêche qu'il va quand même falloir à un moment donné faire le lien entre les déclarations, les factures, quand il n'y en a qu'une, parce qu'il peut y avoir plusieurs factures sur le même ensemble tertiaire. Enfin bref, c'est déjà un travail qui est absolument colossal. Moi vraiment, je ne vois pas les services de l'État se lancer sur on vous impose un déroulé type ou on vous impose une méthode. Le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas de réglementation appliquée à la construction de tertiaire ou à la rénovation de logement. En Guyane? Parce qu'il y a la RTADOM pour le logement où on impose des moyens, mais en fait, il faudrait la même chose, mais pour tous les bâtiments. C'est un peu comme ça, c'est contrôlé à la moment de l'autorisation de l'urbanisme. J'avais bien un truc à répondre, mais Laurent Clodot n'est plus là. Non, mais en gros. Et ça, ce cadre-là, il a évolué ou pas? Enfin, c'est assez étoffé ou on reste sur le logement? Le cadre de la RTA, ouais. À court terme, il ne va pas évoluer. À court terme, aujourd'hui, les services de l'État, sur la partie réglementaire, travaillent sur le déploiement du DPE, donc, qui va être, c'est bon pour tout le monde, DPE, qui va être obligatoire, enfin, qui est déjà obligatoire, en fait, c'est un truc qui descend de l'Europe. On n'a pas le choix, on est obligé de l'appliquer sur l'intégralité du territoire national, y compris les DOM. Et pour l'instant, on n'a pas de DPE DOM, donc il va sortir et il va s'appliquer. Et a priori 2028, je ne sais pas ce qui va sortir de ce texte, je ne sais pas si ce sera intéressant, si ça aura un intérêt vraiment, un truc, enfin, s'il y aura une prise de conscience liée à cet outil-là sur la Guyane. Honnêtement, je ne pense pas. Mais en tout cas, les services de l'État, jusqu'à 2028, ils sont là-dessus. Donc jusqu'à 2028, on n'a pas le démarrage de quelque chose qui pourrait aller dans le sens d'une modification de la RTA ADOM et peut le souhaiter un élargissement de son cadre. Dans cet intervalle-là, on est en train de travailler avec l'association Aqua notamment à ce qu'on espère être un outil qui permettrait, on va dire, d'attendre. Parce qu'en Guyane, il y a quand même énormément, outre le cadre de la LTCV, dont je parlais tout à l'heure, la LTECV, pardon, dont je parlais tout à l'heure, qui dit que tous les bâtiments publics sont censés être exemplaires, alors qu'ils ne s'appliquent pas, mais qu'on ressort régulièrement en disant faites attention. Il y a beaucoup d'argent public qui finance aussi les bâtiments privés. Le FEDER, pour citer que, voilà, ils sont sur beaucoup de bâtiments. Donc, ce qu'on va essayer de mettre en place, côté ADEME, c'est une subvention pour que Aqua travaille et essaye de décliner un label d'éco-conditionnalité sur le territoire. Nous, derrière, on va essayer d'embarquer l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts, BPI, le FEDER, entre autres, à minima, on va dire. Et la plupart ont déjà plus ou moins répondu d'accord. Les embarquer sur ce label d'éco-conditionnalité. Deux voies ensuite, la méchante que je préférerais, et puis la un peu plus gentille qui sera probablement ce qui va se passer au début. La méchante, c'est si vous voulez une subvention FEDER sur un bâtiment, il faut que votre bâtiment soit médaille de bronze sur le label d'éco-conditionnalité. C'est minimum et incontournable. La voie plus gentille, ce sera si vous êtes médaille de bronze, vous avez 5% de bonification, soit du taux, soit du montant traité, soit du montant de subvention. Enfin bref, une amélioration des conditions de mise à disposition d'argent.
Si vous êtes médaille d'argent, vous avez un peu plus. Si vous êtes médaille d'or, vous avez encore un peu plus. Ça pourrait être ça l'entrée de départ. Parce que soit c'est le volume, soit c'est la construction et l'autorisation d'urbanisme qui impose. S'il n'y a pas d'autre façon. Ouais, après, pour une mairie, alors les mairies qui sont déjà sous les permis, etc. Oui, non, ça, moi, le décret tertiaire, je ne pense pas que ce soit l'outil. Et c'est pour ça aussi que qu'on travaille avec Aqua sur ce sujet-là, parce qu'on pense que le décret tertiaire, il est pas suffisant pour embarquer vraiment du monde et qu'il y a une urgence construction. Disons, si je dois refaire ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que pendant un certain temps, la DHUP m'avait dit on est en train de travailler sur la RTA tertiaire. Et ben super, on est à votre disposition, on essaye de. Voilà, et quand je dis on, il n'y a pas que la Guyane, il y a la Réunion aussi. Martinique et Guadeloupe sont un peu moins impliquées parce qu'elles ont leur texte réglementaire, et qui s'applique d'ailleurs à du bâtiment tertiaire, pour le meilleur et pour le pire. Tout ce qui sort, c'est super. Loin s'en faut. Mais bon, il y a un texte, et du coup, ils peuvent le faire évoluer, ils peuvent avancer là-dessus. Et puis un jour, la DHUP n'a plus donné de nouvelles, et puis quand on est retourné vers eux en disant bah, ça avance pas, ils nous ont dit bah, non, alors on travaille on a eu des directives, on travaille sur les DPE. Donc, bon, ce travail-là s'est arrêté, et c'est là qu'on s'est dit ok, on a perdu du temps au démarrage. Qu'est-ce qu'on a comme autre solution? Cette idée d'éco-conditionnalité nous paraissait intéressante. Je trouve qu'Aqua avait ça dans ses cartons aussi, en lien avec le bâtiment méditerranéen. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est de faire sortir ce projet-là le plus vite possible. Quand il est le plus vite possible, au mieux, c'est dans 2 ans. Hein. Voilà, c'est pas non plus, ce ne sera pas non plus immédiat, et puis il va falloir un peu de temps pour que ça s'applique. Et effectivement, ce n'est pas un cadre réglementaire, donc ce n'est pas une hache qui tombe. Sachant que, depuis tout à l'heure, on parle de la RTA comme si c'était une espèce de Graal. C'est un Graal un peu pourri quand même. Soyons honnêtes, elle s'applique qu'à moitié, il n'y a pas de vérif. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne assermentée à la DGTM pour aller faire des vérifications sur le terrain, sur la RTA. À ma connaissance, ils font que quelques opérations, et c'est dans des très grosses opérations, et plutôt chez les SEM, donc plutôt chez les bailleurs sociaux. Donc, et très honnêtement, de ce que j'ai comme retour aujourd'hui, les bailleurs sociaux, sur l'application de la RTA, c'est pas les pires en fait, c'est plutôt les bailleurs privés qui essayent de contourner au max. Et du coup, tous ceux-là, ils ne sont pas contrôlés aujourd'hui. Il y avait une petite subvention, je crois, de la CTG, là, sur la NF Habitat, Ouais. qui reprend, Ouais. enfin, c'est en gros la RTA. Enfin, Mais le niveau 0 NF Habitat, c'est effectivement des vérifications réglementaires. C'est une autre façon de vérifier le réglementaire. On va dire c'est déjà ça. Voilà. C'est un minimum. C'est qui la personne assermentée de la DGTM? J'ai pas son nom. Ah, ok. Ah ouais, alors, je Il y en a une. laisse devant tout le monde. Moi, j'ai aucun contact avec le service bâtiment, la DGTM, depuis. Je sais pas le débat. Il est parti. Et lors de la formation RTA qu'on dispense tous les ans, tout le monde me pose la question. Du coup, j'aimerais avoir la réponse. Voilà. Après, je peux demander au service environnement, parce qu'ils doivent le savoir. Non, c'est pas M. Belluy. Je sais pas. Moi, Si quelqu'un a l'info, ça nous j'avais intéresse. 3-4 adresses mail, je les ai toutes sollicitées, j'ai pas eu une seule réponse. Donc, D'accord. Tu parles de quelqu'un d'accrédité, ça Depuis le va. départ de Dominique Paganel, j'ai ça. plus d'image. Ok. Toutes les ombrières qu'on voit sur les parkings des centres commerciaux ou des supermarchés, donc c'est leur application. Non. Enfin, après, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus informés que moi, mais moi j'ai l'impression que c'est plus pour de la revente sur le réseau. Mais ça n'empêche pas. Et après, il y avait un autre texte, il y avait un texte qui obligeait à aller soit vers de la végétalisation des parkings, soit vers de l'ombrière solaire. Et donc, c'est plus de l'ombrière parce que ça rapporte. D'ailleurs, même il y a des plafonds que ce soit pour la revente, il y a des plafonds en termes de puissance installée. Du coup, j'imagine que ça partage entre Autoconso et. Je suis pas sûr, ou alors il le recoupe deux. C'est obligé. Et si ta limite, c'est 200 kW crête, tu fais 3 centrales de 200 kW crête. Même non. Tu crées 3 SCI, ça va. Non, mais vraiment, là, à ma connaissance, sur les ombrières, c'est vraiment pas de l'autoconso. Pas du tout dimensionné pour ça.
il les dimensionne par rapport au parking, de toute façon. Voilà. Juste, si je dois revenir, enfin, on parle d'ombrière et comme ça, ça, c'est un bâtiment à énergie positive. Il n'y a pas de. Il est labellisé. Oui, oui, non. Il n'y a pas de. Non, non. En plus, il y a des gens bien qui travaillent là-bas. Que les taux tiennent bien et que les panneaux photovoltaïques soient bien posés. Ils sont bien posés, ils sont régulièrement nettoyés, le conteneur fonctionne. Non, non, Et quand il y a des coupures, le PFA du courant n'est pas nous parce que le PFA. Mais le PFA, enfin le bâtiment et la labellisé des postes. Et c'était juste pour dire, ça c'est les surfaces pour 3 plateaux de bureaux. Donc évidemment qu'une ombrière type Family Plaza, pour moi elle ne peut pas être en autoconso, c'est pas possible. Ou alors ils perdraient énormément de courant et du coup d'argent parce que. Du coup, ça ne rentre pas dans leur calcul de conso par rapport à ce qu'ils consomment. Ça veut dire que Carrefour va avoir une amende de 7500 €. Alors non, ça va être pire que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, si je fais je fais le méchant, mais en fait, c'est d'abord, on va les regarder avec un regard très très noir et les sourcils un peu énervés. Après, on va dire Carrefour est surconsomme, et après, on leur mettra une amende de 7600. Tous les mois. Pour l'instant, Une voilà. fois. Alors, j'ai pas la réponse, par contre, si c'est. Moi, je pense que c'est annuel. Bon, enfin, ça change rien, hein, mais je pense que c'est annuel. C'est pas au mètre carré, alors. Ah oui, j'avais une deuxième question, je sais pas si entre vous deux. Là, on parle des espaces bâtis, mais des espaces non bâtis. Et par exemple, les rénovations de voiries à Cayenne, où il y avait des espaces naturels, entre guillemets, et qui sont minéralisés de façade à façade, ça crée aussi, même si c'est pas directement, directement lié au bâtiment qui est riverain, ça augmente la chaleur. Et là, il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas s'il y a des choses. Augmentation d'obligation sur lesquelles vous appuie pour dire qu'il faut un tel taux de végétalisation des sols. C'est-à-dire que ça, c'est la mairie qui va décider. Oui, par rapport à la CAC. C'est jugé par ça, elle va décider de minéraliser, elle pourrait gérer son PLU. Sachant qu'il y a des parcelles où ils minéralisent tout, il n'y a pas de contrôle. Là, je ne parle pas de parcelles, je parle d'espace public. Ouais, mais sur l'espace public, ouais, on parle. Ouais. Là, on parlait de l'application du décret tertiaire. Je te laisse parler de l'application de la Nouvelle-Zélande. En vrai. Ouais. Non, mais on est censé avoir des garde-fous, mais qui s'appliquent. C'est combien l'amende? Vraiment. L'État qui faudrait vraiment une commune de la CSL, j'attends voir ça, on rigole encore. Il n'y en a pas où nature parle. Après, c'est la volonté des collectivités. Mais c'est ça, c'est la collectivité qui décide. La volonté, est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation aussi? Ça commence. Ouais. Honnêtement, ça commence parce que même quand on a fait le point cette année pour les CRTE, on a communiqué avec la CDG des communes et on est passé, par exemple, l'an passé, on était à 30 projets, on est passé à 175 projets qui sont ciblés l'énergie, donc on voit quand même une vraie différence. Après, vraiment, le frein, aujourd'hui, ça reste les subventions. Mais au fur et à mesure, on voit quand même là, Montjuïc et Cayenne, ils ont aussi des problèmes de désimperméabilisation des sols. Dans les cours de récré des écoles, il y a quand même des petites sensibilisations. Oui, mais là, on reste dans le bâti. Enfin, le bâti, il y a des concepteurs, il y a des architectes qui peuvent peut-être pousser. Mais sur des voiries, enfin, j'ai juste un exemple en tête, je ne dis pas que c'est appliqué partout, mais une voirie sur laquelle on avait des fossés naturels, la perméabilité et surtout pas de minéralisation et de restriction de chaleur, de façade à façade, on est minéralisé alors qu'on avait fossé à droite, fossé à gauche, de l'herbe, du sable, du machin. Et maintenant, il n'y a plus rien.
Mais là, on n'est pas sûr, on n'a pas de concepteur. Enfin, bon, je sais qu'on a un concepteur, mais Alors après, enfin, il y a aussi le pouvoir du vote. Non, non, mais je suis sérieux, c'est que là, on parle de décisions qui concernent les mairies sur leurs compétences et sur des zones qui leur appartiennent. Il n'y a personne qui va leur dire c'est pas terrible. Et il y a eu des choix qui ont été faits qui sont aujourd'hui regrettés. Je sais pas, on peut citer Macouria qui a coupé ses manguiers sur la place du village. Aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Il n'y a plus personne sur la place du village pendant la journée, alors qu'avant, il y avait du monde. Ils ont foutu en l'air les manguiers. Bon. Voilà, aujourd'hui, ils se disent ah, c'était pas la bonne solution. Bon, c'est un peu tard, c'est toujours pareil. Mais Ils ont fait le rond-point à Baduel, ils ont coupé un énorme manguier pour faire une place avec 2 bancs en plein cagnard. Il n'y a jamais personne qui s'est dessus. Alors qu'avant, il y avait des chaises, des gens qui mettaient sous le manguier. Non, à Baduel, tu sais, le rond-point qu'ils ont fait à côté de la piscine. l'entrée de la route des plages, c'est pareil. Oui, alors ça, c'est encore pire. Ils ont fait un carrelé sous des manguiers pour couper les manguiers après. Ouais, pour faire ça. Et là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de personne peut empêcher de faire des choses comme c'est ça. leur compétence. Il y a un moment, c'est-à-dire. C'est pour ça que je parlais de sensibilisation, parce qu'en fait, ce n'est pas une question de répression, c'est une question que les personnes soient sensibilisées à ça. Mais bon. Ben, la sensibilisation sur. Enfin, ça dépasse le cadre de l'économie d'énergie, mais qui sont sur tout ce qui va être adaptation au changement climatique, végétalisation, problématique de l'îlot de chaleur urbain, toutes ces choses-là. Nous, à quoi, enfin, il y a plein de gens, il y a plein de. Même Le Grain commence à reprendre un certain nombre de ces messages-là, on essaie de les faire remonter vers les élus. Après, encore une fois. Le problème, c'est que ça va pas jusqu'aux élus qui décident. Ça va faire quand même quelques années convaincu, là. Mais c'est quand même quelques années à quoi fait ce travail-là. Mais ça bloque au niveau des élus. C'est le nombre de réunions techniques qu'on fait. Oui, c'est l'entretien, l'espace vert. Oui, voilà, Cette phrase, on l'entend tout le temps. C'est un coup. Et les maires ne sont pas là. Les élus ne sont pas là lors de ces réunions. Et pourtant, des sensibilisations, il y en a. Et par exemple, il y avait le salon des maires il n'y a pas longtemps. Vous étiez présent. Est-ce que les organismes qui peuvent faire un peu de pédagogie sont présents dans des événements comme ça pour avoir une visibilité, quoi? Côté ADEME, alors cette année, on n'avait pas de stand. L'année dernière, on avait un stand, on était présents. Sachant qu'on a aussi un réseau qui s'appelle Réseau Élus pour Agir, sur lequel on a des élus qui le souhaitent, qui viennent prendre de l'information. C'est un lieu d'échange, en fait. Et justement, c'est un lieu d'échange et de diffusion en mode quels sont les sujets qui vous posent problème. Typiquement, il y a eu une intervention sur les écoles, puisque l'ENA était venue présenter ça aux élus pour que eux aussi l'entendent, en fait. Alors, c'est un petit pool d'élus, c'est pas assez, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a lieu. Après, encore une fois, c'est leur décision, c'est leur compétence, et il faut bien comprendre qu'en face, ils ont aussi des gens qui vont leur dire en fait, le manguier, ça ramène de la vermine, il y avait des pians, enfin, il y a d'autres visions que celle qui est partagée dans cette salle. Et typiquement, je vais sortir de l'exemple du manguier, mais passer sur. Enfin, là, je viens de faire une présentation fort longue du texte sur le décret tertiaire. Il y a combien de propriétaires de bâtiments de 1000 mètres carrés, là? Voilà. Ben, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que là, je fais de la sensibilisation pour des gens qui vont pouvoir faire de la diffusion et qui sont intéressés, et c'est super. Mais comment on touche les propriétaires? Comment on touche les gens qui sont. Ou les locataires, d'ailleurs? Vous avez la question sur les locataires, juste demain. Mais c'est la vraie question. C'est après le passage à l'action, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, remonter vers les élus, on essaye. On essaye. Après, il faudrait créer un salon de l'énergie. Est-ce qu'il y aurait des gens qui viennent? Enfin, je veux dire, au salon des maires, ça paraît. Si les gens peuvent avoir des subventions ou des choses comme ça, ils vont venir. Il y a une plateforme qui existe, hein, et que vous avez tous rempli en même temps, c'était votre déclaration de surface habitable au centre des impôts, hein, qui est obligatoire. À titre personnel, je parle. Mais je pense que cette politique peut s'appliquer aussi aux tertiaires. Sur un petit truc politique, du coup, je reviens sur l'histoire de C2E. Il y a donc CEV Énergie, que vous nommez à un moment donné, avec Florent Martineau, et il y a Capital Énergie avec un K, avec du coup Étienne Malévy. Mais
les deux dans une salle. Mais voilà, on a ces deux acteurs-là qui, voilà, en gros, distribuent ces deux œufs. Et donc, on va prendre à ces fiches C2. Mais c'est pas inscrit sur les développements. Très bien. Je vais me permettre de clôturer ces échanges. Je me permets. Et donc, comme tout trèfle, on va clôturer quand même avec des petites nouvelles d'actes. Quoi que j'ai enlevé. Bon, non, pas de nouvelles d'actes. Si, pour vous dire que pour cette fin d'année, nous avons la chance de vous proposer, comme je vous disais tout à l'heure, une formation sur la RTA d'hommes avec en exclusivité Gabriel Pérez qui nous présentera le côté acoustique de la réglementation et voir alors on va intégrer 1 heure. Et si ça vous plaît, on développera pour l'année prochaine tout un module de formation sur 1 à 2 journées sur l'acoustique dans les bâtiments en Guyane. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux.